Célèbre depuis la publication en 1967 de Tombeau pour 500 000 soldats, Pierre Guyotat est le plus mythique des grands écrivains français vivants. Né en 1940 près de Lyon, dans une famille qui a compté durant la Seconde Guerre mondiale de nombreux résistants, il fait ses études dans des établissements catholiques et commence à écrire dès son plus jeune âge. Appelé pour ses obligations militaires en Algérie, il prend le parti de l'indépendance et est arrêté par la sécurité militaire. Interrogé et inculpé, il est mis au secret dans un cachot souterrain durant 3 mois. En 1965, Pierre Guyotat abandonne le journalisme pour achever Tombeau pour 500 000 soldats. Publié aux éditions Gallimard, l'ouvrage dont le retentissement est considérable le place d'emblée au premier rang des écrivains de son temps. En 1970, cependant, son livre suivant, Éden, 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 est frappé d'une interdiction d'affichage, de publicité et de vente aux mineurs. Malgré une campagne de presse, une pétition internationale et une interpellation à l'Assemblée nationale du député François Mitterrand, la censure ne sera levée qu'en 1981. Depuis Prostitution, 1975, jusqu'à Progéniture, 2000, Pierre Guyotat poursuit un travail de recomposition de la langue française qui réactive son passé et l'histoire de son développement en même temps qu'elle l'ouvre à l'accueil d'autres langues. C'est dans la logique de ce travail que s'inscrivent les séances qu'il tient depuis janvier 2000 à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris 8 à Saint-Denis. Lecture commentée des textes, où la langue française s'enracine, prend naissance, se développe et s'invente au milieu d'autres, dans l'histoire de la France et de l'Europe. Oui, je vais d'abord vous lire une... J'en avais 2, mais j'en ai plus qu'une, je ne compte pas repasser l'autre. Une lettre d'un... Pour bien montrer que l'Europe, puisqu'on est dans un institut d'études européennes, l'Europe est une idée aussi ancienne que l'Europe, on va dire. Et donc la lettre d'un grand musicien du XVIe siècle, Roland de Lassus ou Orlando di Lasso en Italie. En Allemagne, je crois qu'on l'appelle Roland de Lassus ou Orlando di Lasso. En France, enfin dans les pays francophones, donc c'est Roland de Lassus, c'est un des plus grands musiciens européens, disons, de langue française, mais vous verrez qu'il est absolument polyglotte, comme beaucoup de grands musiciens, artistes ou philosophes ou savants l'étaient à l'époque, étant entendu que la langue qui les rassemblait tous, encore à cette époque-là, c'était le latin. Hein. Déjà un petit peu le grec, parce qu'il y avait un nouveau des études grecques à ce moment-là. C'est une lettre qui date de 1572, qui date de juillet 72, qui est donc qui date d'un mois avant la Saint-Barthélemy, un mois seulement avant la Saint-Barthélemy. Roland de Lassus est catholique. Il est né à Mons, donc dans l'actuelle Belgique. À l'époque, c'était les pays français à l'époque. Il a été très jeune, pratiquement enfant, entendu parce qu'il chantait à la cathédrale de Mons. Mons, je crois que c'est Bergen, je crois, en flamand, je crois. Je crois à l'âge de 10 ans ou même avant, il a été remarqué par un prince italien. Je crois que c'était le prince de Gonzague, des princes de Mantoue, je crois, qu'il a emmené, comme on dit souvent, dans ses bagages. Hein. C'est des grands princes qui voyageaient dans toute l'Europe et qui, dans tous les lieux intéressants, au fond, intégraient dans leurs bagages, comme on dit, des chantres, c'est-à-dire des jeunes chanteurs. Je ne pense pas qu'il y avait des jeunes chanteuses, je ne crois pas. Des jeunes chanteurs, des savants, des peintres, etc., des domestiques, bien entendu, des cuisiniers, des artisans, etc. Je crois, en tout cas, encore à cette époque-là. Donc c'est la fin du XVIe siècle, c'est pratiquement la fin de la Renaissance. Donc ce prince a intégré, qui était de passage à Mons, a pris cet enfant qu'il a entendu chanter, qu'il ne composait pas encore. Il l'a emmené en Italie, donc c'est un enfant donc de langue française.
Il est emmené en Italie. Il a vécu une très grande partie de sa vie en Italie et surtout à Munich, en Bavière, donc en Allemagne. Il est mort, je crois, en 1585-1590. Il est à peu près contemporain d'un des très grands musiciens de cette période en Europe, c'est-à-dire de Palestrina, en Italie, hein, qui est le musicien des papes, et de Thomas Luis de Vitoria, qui lui est espagnol. C'est les trois grands musiciens de cette période-là, disons, de la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est l'époque entre Pierre de Ronsard en France et Montaigne. Hein. C'est un peu l'époque de Giordano Bruno, le grand philosophe et savant italien qui est mort brûlé en 1600 à Venise, brûlé pour hérésie. Et donc cet homme est un homme qui est marié, qui a beaucoup d'enfants, qui a une vie assez fastueuse, qui est sujet à de grosses dépressions par moments, et qui écrit une musique, qui est certainement la musique la plus mélancolique, la plus, disons, majestueusement mélancolique de toute cette période. C'est pour ça qu'il est peut-être plus émouvant que les autres grands qui sont comme Victoria, qui est un espagnol, donc qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus accusé, mais il est beaucoup plus triste et mélancolique que par exemple Palestrina, qui est un musicien plutôt beaucoup plus triomphal, beaucoup plus classique. Lui est un musicien très avancé, très moderne, comme on dit maintenant. Voilà. Donc il habite à cette époque-là à Munich. Il est pas vraiment sous l'autorité, mais il a un ami, son mécène, qui est le prince Guillaume de Bavière, qu'il aime beaucoup, avec lequel il est absolument à tuer à toi. Parce qu'à l'époque, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque romantique, à cause de certains musiciens, comme Haydn par exemple en Autriche, qui a vécu comme un domestique d'une cour importante princière de Hongrie, les musiciens, en fait, à cette époque-là en tout cas, vivaient d'une façon pas forcément fastueuse, mais étaient considérés par les grands seigneurs de l'époque, et de ceux qu'il y en avait, et des grands, comme des égaux, d'une même façon. Et Orlando di Lasso, par exemple, on se l'arrachait d'une cour à l'autre. C'est-à-dire que le roi de France à cette époque-là, un des rois de France à cette époque-là, qui était donc le roi Charles IX, le roi de la Saint-Barthélemy, le demandait à prix d'or, vraiment, pour qu'il vienne travailler en France. Alors que Roland d'Assus a fait énormément de motets, de madrigaux et de chansons françaises, donc c'était sa langue maternelle. Mais il est resté en Italie et en Bavière, où il est mort en 1585. Donc il écrit là à son mécène, dont il n'aimait pas du tout le père. Et donc Orlando et son mécène étaient assez complices dans la détestation du père du mécène. Donc il y a souvent dans ces lettres, qui sont hélas épuisées, le livre a été publié il y a peut-être une dizaine d'années, enfin la totalité des lettres, elles sont épuisées aujourd'hui, j'en ai quelques extraits. Donc il y a beaucoup d'allusions, c'est un homme extrêmement libre, comme on l'était beaucoup à cette époque-là, très, très direct, extrêmement cru. C'est une pensée libre, hein, à l'époque. Ça a beaucoup changé depuis. C'est l'époque, malgré tout, de Montaigne, un peu déjà, disons de la formation de Montaigne. Hein. Alors voilà ce qu'il dit. Alors, l'entête, c'est « à monsieur, monsieur », tout ça est je vais vous le lire dans le texte original, hein. « Monsieur, monsieur, monseigneur et maître, le prince Guillaume, duc de Bavière, Bavière, à Landshut. » Landshut, en fait, ce prince est à Landshut, en Bavière, et Roland d'Assus, au lieu de Landshut, selon lui, il dit Landshut, comme un sot personnage, etc. Monsieur mon maître, etc., c'est lui qui met les etc. En parlant de Landshut, je reçus mes Stimpfe. Stimpfe, ça veut dire, je crois,
ça veut dire bas, manchon, et par extension, ça veut dire pénis. Et à l'époque, c'est une époque extrêmement gaillarde. Hein. C'est 50 ans après Rabelais, mais enfin, ça reste extrêmement libre. M'estime fait par André, serviteur de salle ou de chambre. Et en ce que votre Excellence veut savoir que je tiens d'elle, quant à mii, c'est le moi latin, à moi, hein, à mii. Je ne tiens votre Excellence ni ne le laisse aussi aller. Si elle a bien fait, elle le trouvera, si autrement le contraire sera. Un prince fait tout ce qu'il lui plaît, mais pour cela n'est pas parfait. Or su, j'ai un peu trop de plaie. Quant au reste, nous sommes arrivés à Herding et avons été Gesterding. Gesterding, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire de bonheur. Non, enfin de bonne humeur, plus exactement. Si, comme Adrien, c'est peut-être le même serviteur de tout à l'heure, a vu de ses yeux friands, puis partis sommes de grand matin, sans avoir bu ni eau ni vin. La pluie nous a fait compagnie jusqu'à Minichen la jolie. Minichen c'est Munich, mais lui dit Minichen. Ça lui fait plus. Ce soir ici en mon jardin, nous disputerons sans latin et serons joyeux par mon âme en buvant pour mon maître Guillaume. Was weiter wird werden, c'est donc en allemand, ce qui outre adviendra. Votre grâce princière sera remboursée de monsieur votre aumônier, del toto min totis per totas, c'est du latin, hein, de ore prudentis procedit mei. Moi certainement j'eusse pu écrire, pour autant qu'il est quasi temps d'aller ad vesperas, c'est-à-dire d'aller se coucher, et je ne peux entremettre, il y a une astuce obscène de toute façon, de faire une petite visitation aux Pays-Bas de ma femme, pour l'honneur de monsieur de Fontcoutu. En fait, Fontcoutu, c'est une contrepétrie, il veut dire de confoutu. Voilà. Voilà. Car trop pilla que n'est foutu. C'est-à-dire que j'ai pas dit foutu depuis longtemps. Voilà. C'est une chose naturelle qui est bien bonne, non pas belle. Intéressant. Car elle sent bien les grouselles. Il y a une astuce obscène. Je m'en vais droit monter sur elle. Voilà. C'est très direct. C'est un bonhomme qui a quand même une soixantaine d'années, évidemment assez âgé. Il est souvent très dépressif, mais il est extrêmement vivant. Et ses enfants l'adorent, etc. Sa femme, bien entendu. Je m'en vais droit monter sur elle. Ad de patro, c'est du patois vénitien, qui veut dire adieu, adieu, je me remets. De Méniche Sabato, la 3e heure après le repas du mois de juillet 1572, de votre Excellence, l'humble des petits serviteurs, Orlando Lasso. Mais Lasso écrit avec un L minuscule. Ça veut dire qu'il est, je sais pas, je pense qu'il est Orlando, disons, enfin peut-être fatigué. Voilà. Donc tous ces gens parlent plusieurs langues. C'est pas la plus belle lettre, mais c'est celle que j'ai trouvée. Il y en a qui sont beaucoup plus longs où il parle de sa musique. Et au milieu de tout ça, il écrit des petits motets et surtout des grands cycles spirituels, des grands cycles religieux, comme le reniement de Saint-Pierre, les prophéties des Sibylles, les larmes de Saint-Pierre, les lamentations de Job, les lamentations de Jérémie, enfin, des choses extrêmement d'une très grande mélancolie, même d'une mélancolie quasiment romantique déjà. Hein, voilà. Moi, c'est un musicien que j'aime depuis toujours, parce que j'en ai chanté quand j'étais enfant. Dans les petits collèges où j'étais, on nous faisait chanter ces choses-là, mais ça date d'assez longtemps maintenant, bien entendu. C'était à la fin des années 40, début des années 50. Et on chantait des petits motets, comme un motet extrêmement beau qu'il a fait une version en italien et en français, La nuit froide et dure, une nuit d'hiver, qui est extrêmement beau, très court, extrêmement beau. Donc moi j'ai chanté ça, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est un musicien auquel je suis très sensible, voilà, comme introduction, voilà. Je voulais vous dire que je vais vous lire tout ça, je vous lis tout ça en tant qu'auteur, donc en tant qu'artiste, je préfère le mot artiste qu'auteur, même, alors quant au mot écrivain, je le proscris absolument. J'ai dit souvent dans des livres pourquoi je n'aimais pas ce mot qui est un mot limitatif, qui est un mot au fond corporatiste, qui désigne une corporation de gens, et moi j'ai horreur du corporatisme pour tout, dans tous les domaines. Donc je me sens plutôt artiste, c'est beaucoup plus vague, ça correspond plus à ce que je fais,
dans la mesure où les arts, ce qu'on appelle les arts, les beaux-arts, la musique, l'architecture beaucoup, la musique énormément, la peinture bien entendu, le dessin, etc., la sculpture ont autant compté pour moi que ce qu'on appelle la littérature elle-même. Hein. Et je dirais même, évidemment, l'histoire, voilà. Entre autres l'histoire. Donc c'est en tant qu'artiste et en tant qu'aimant l'histoire, en tant que contemporain aussi, et souvent acteur quelquefois, moyen mais acteur quand même, de certains événements de la deuxième moitié du siècle, étant ma famille aussi rattachée à des événements, les événements par exemple de la Deuxième Guerre mondiale, que je vous parle. Hein. Je ne suis pas érudit, je sais des choses bien entendu. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, au royaume des aveugles, les bons sont rois, comme on dit. Enfin, je trouve en tout cas, pas dans tous les domaines, enfin en ce moment en tout cas. J'espère que ça va changer. Il y a entre autres une chose qui est importante, pour moi en tout cas, c'est que j'ai été en quelque sorte, j'ai eu un enseignement, je vous dis tout de suite, je ne suis jamais entré dans l'université. La première fois que je suis entré dans une université, c'est en mai 68, dans des circonstances particulières, évidemment, et j'y suis entré en tant que déjà auteur, enfin en tant que déjà auteur de donc ce livre qui m'a donné une certaine notoriété, qui s'appelait donc Tombeau pour 105 000 soldats, qui est sorti en 67, j'avais écrit un peu avant. Donc en 68, quand j'y suis entré, c'est en tant que tel, qu'ayant écrit ce livre, jeune, hein, parce qu'en 68 j'avais 28 ans. Donc je ne sais pas ce que c'est, l'université, je n'en ai pas fait. Je n'ai jamais été étudiant, j'ai simplement été écolier, élève, et je suis parti de chez moi assez tôt. J'ai souvent fugué, et puis j'ai fait une fugue définitive. Je suis revenu, donc je n'ai pas... car la raison est que je commençais si vous voulez, d'abord j'ai commencé à peindre, étant enfant, beaucoup. À peindre, beaucoup à dessiner, à peindre sur le motif, comme on disait, c'est-à-dire sur le motif, c'est-à-dire en allant dans la nature, les animaux, les gens, etc. Donc sur le motif, hein. C'était pas encore des choses de composition. Et puis, vers l'âge de 13-14 ans, tout en apprenant des choses, hein, j'ai commencé à écrire. Et dès cet instant, j'ai vraiment compris que c'était mon destin, de la même façon. Donc, j'ai très vite lu énormément de choses, j'avais déjà lu pas mal de choses, mais j'ai très vite lu l'histoire de la poésie, et ce que déjà j'entendais à la fin de mon cycle secondaire, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, à la fin du cycle secondaire, c'est-à-dire troisième, deuxième, première, seconde, première, je ne veux pas dire que je m'ennuyais, mais tout ce que j'entendais, je le savais déjà. Donc c'était pourtant assez intéressant, et assez raffiné même à cette époque-là. Et ce qui m'avait conduit à ça, c'est que, disons, je fais partie encore d'une génération qui a été, du moins dans les collèges, dans certains collèges, disons confessionnels, moi c'était des collèges catholiques, il y avait une éducation classique, disons, enfin ce qu'on appelle la rhétorique, qui n'avait pas tellement changé. J'ai eu le même enseignement que mon père ou même que mon grand-père, c'est vous dire. Mon grand-père faisait des études, donc il est né en 1870, c'est-à-dire qu'il a fait ses études en 1890, quoi. Et moi en 1950, 49-50, j'avais pratiquement le même enseignement que lui. C'est-à-dire latin, grec, une langue vivante, qui était pour mon anglais, qui pour mon père avait été l'espagnol, qui pour mon grand-père avait été l'allemand. Hein. Mon grand-père et mon père étaient médecins de campagne, hein. Je n'étais pas des médecins des pauvres, je n'étais pas des médecins riches et de riches. Enfin, ils soignaient des riches comme tout médecin, évidemment le devoir de soigner tout le monde, bien entendu. Et donc, j'ai eu une des derniers soubresauts, mais tout de même assez majestueux, de cet enseignement-là. Ce qui fait que j'ai tout de suite aimé le grec et le latin, et que c'est plus dans ce domaine-là que j'ai appris
la construction des phrases, le rythme, etc. Et même la langue, ce qu'est une langue. Quand vous l'apprenez dans une langue comme le grec, par exemple, vous apprenez ce qu'est la langue dans un alphabet qui n'est pas celui que vous avez tous les jours, vous commencez à vous poser des questions sur la langue, forcément. Vous voyez ? C'est encore plus, ça doit être sans doute extrêmement plus intéressant aujourd'hui pour ceux d'entre vous, ceux qui ont la possibilité de pouvoir lire, par exemple, dans l'alphabet arabe, par exemple, qui est beaucoup plus éloigné que ne l'est, évidemment, l'alphabet grec du nôtre. Hein. Ou évidemment, enfin l'alphabet, bien, disons, dans les caractères chinois. Ça doit être très intéressant, mais cette question est importante. Il n'y a pas seulement la question de la traduction, la question, on apprend d'abord une langue qui est une langue morte, qui ne se parle plus, qui a été parlée dans des temps légendaires, au fond, le grec, hein, dans des temps qui sont légendaires, même le latin, le grec surtout, qui n'a plus été parlé après que par des érudits, s'agissant du grec. Le latin, c'est un peu différent. Donc, vous êtes devant une langue extrêmement étrange. Et donc, vous vous posez des questions sur l'existence de la langue entre les hommes. Hein. Donc, ça vous fait réfléchir aux civilisations dans lesquelles ces langues ont été parlées. Vous imaginez, si vous avez un peu d'imagination, ce qui était quand même notre cas, parce que nous vivions, j'ai eu une première école, j'étais dans une première école qui était dans la montagne, dans le massif central, hein, dans un endroit particulièrement sévère et où il y avait de la neige 5 mois de l'année, mais de la neige, 1 mètre de neige ou 2 mètres de neige, etc. Donc une petite école qu'on appelait à l'époque une école cléricale, c'est-à-dire une école qui était censée, qui faisait le 7e, 6e, 5e, 4e, qui était censée préparer les enfants, qui étaient en grosse majorité des fils et des paysans pauvres, très pauvres du lieu, enfin de la région, les préparer à ce qu'on appelait à l'époque le petit séminaire, qui est dans l'enseignement catholique, qui est le petit séminaire, grand séminaire, après vous êtes prêtre, voilà, longues études. Et donc, moi j'ai été là parce que c'était la seule école secondaire, comme on disait à l'époque, je pense, comme on le dit toujours, je pense, je ne sais pas, qui était assez proche et qui était accessible pour mes parents sur le plan financier. Voilà. Donc j'ai passé toutes ces 3 années, ce sont des années pour moi merveilleuses, bien que très dures et très austères, parce que je n'étais pas au fond avec des enfants de ce qu'on pourrait appeler ma classe, d'une certaine façon, classe sociale, et aussi parce qu'on était dans la nature, puisque c'était extrêmement rude, comme nature et comme enseignement, comme méthode d'enseignement, et comme vie matérielle, tout simplement. La nourriture était exécrable, médiocre et très peu abondante, par exemple. Les dortoirs n'étaient pas chauffés, mais on était très peu nombreux, on était une quarantaine à peu près. Et on n'avait rien d'autre à faire finalement, soit de faire du ski l'hiver, mais enfin bon, on n'en faisait pas toute la journée, et l'été de faire de grandes promenades, de faire des barrages de pierres de cailloux sur les torrents, etc. Il n'y avait pas de cinéma, bien entendu, et il n'y avait rien, quoi, rien du tout. Il n'y avait pas d'électrophone, pratiquement pas, la dernière année, je crois. Et puis, il y avait simplement, le seul luxe, c'était une lanterne magique, comme on disait, où on nous passait des vues fixes. Passer une vue fixe en verre, je crois, devant un projecteur sur un écran. C'était des choses plutôt édifiantes. Et donc, il n'y avait rien d'autre. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on traduisait du grec, du latin. On avait même, le dimanche, on avait un thème grec. Le thème grec, c'est-à-dire qu'il fallait traduire du grec en français. Donc, on vous donnait un morceau de grec, il fallait que vous le traduisiez en français. La version, c'est le sens inverse. Traduire du latin ou du grec ou de je ne sais quelle langue, donc en français. Voilà. On avait donc thème grec à 11h du matin, je me souviens, avant le déjeuner, le dimanche. C'est vous dire quand même
le caractère particulier de ce genre d'école. Voilà, donc c'était au fond notre distraction, en fin de compte. Et puis, on apprenait beaucoup d'histoire, et au fond, l'histoire, on la mimait beaucoup aussi, comme je l'ai souvent raconté, dehors, au fond. Dehors, on mimait des batailles, des serments de Strasbourg, des traités, des choses comme ça, des camps du drap d'or entre Henri VIII et François Ier, etc. Donc voilà, c'était quand même très particulier. Hein. Ça n'a absolument rien à voir, évidemment, avec le temps. Ça a vite changé après, hein. Mais c'était la fin des années 40, parce que je suis entré en 48-49 là, et ça a changé après, dans les années 55, voilà. Mais avant, les gens vivaient comme avant la guerre. Hein. Voilà. Donc ceci explique que je pense que c'est la question de la traduction qui m'a amené, parce qu'on ne traduisait pas n'importe quoi aussi, on faisait des grands textes. Les grands textes dans un ordre évidemment, disons le plus facile, et à la fin de l'année le plus difficile. Hein. On commençait par exemple en grec par Xénophon, qui est ennuyeux et qui est facile, et on terminait par Homère ou Sophocle, qui sont extrêmement difficiles. Dans la mesure où Homère, c'est un grec en plus très particulier, un peu archaïque, difficile, un petit peu comme les Shakespeare pour les Anglais. Voilà. Donc je vais vous parler donc c'est une école catholique, donc avec énormément évidemment de références religieuses, bien entendu, et de références bibliques, ce qui n'était pas si courant que ça à l'époque. Hein. En plus, on avait un père directeur, qui était un prêtre du diocèse, tout simplement, car c'était des prêtres, qui composait de la musique. Donc on chantait ses messes le dimanche. Voilà. Mais il nous faisait aussi chanter, justement, ces petites polyphonies. Son frère avait été le premier biographe du grand musicien français Claude Debussy. Donc il y avait une sorte de lien. Hein. Et on apprenait beaucoup de choses de la Bible, ce qui, comme je vous le dis, est très peu courant. Et là, j'ai des textes que je voudrais vous lire, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne sais pas très bien, d'un grand historien de langue latine, qui était un prince juif, qui est donc Flavius Titus Joseph, son nom hébreu donc, qui est un personnage extrêmement intéressant dans la mesure où il a fait partie de l'avant-dernière révolte juive contre les Romains dans les années 50 après Jésus-Christ, et il est allé en ambassade à Rome pour essayer d'obtenir une sorte d'autonomie, enfin à nouveau une autonomie. Et il est rentré, il a été fait prisonnier, et il a, disons, trahi, c'est-à-dire qu'il est passé dans le camp des Romains. Et il a donc porté le nom, si ma mémoire est bonne et si mes informations sont bonnes, le nom de l'empereur. Il a ajouté à son nom juif, donc, hébreu, Joseph, et d'autres noms aussi, le nom de ses parrains latins, si je peux dire. Et je pense que Flavius, son premier prénom latin, c'est Flavius, parce que Flavius, c'est le nom du fondateur de la dynastie des Flaviens, hein, qui est une dynastie du 1er siècle avant Jésus-Christ, où il y a Vespasien, Titus, le fameux Titus, et Domitien. Et le second nom, c'est le nom de l'empereur qui l'a en quelque sorte, je ne dis pas émancipé, enfin qui a reçu cette trahison, cette trahison. Donc il s'appelle Flavius Titus Joseph. Il est rentré à Rome et il a écrit tout le reste de sa vie. Il a écrit énormément de livres. C'est par lui qu'on sait beaucoup de choses sur les révoltes et sur les guerres des Juifs, comme il l'a dit, et qu'on a beaucoup de documents aussi, car il a écrit des livres, un livre qui s'appelle Les Antiquités juives, un très long livre, où il explique beaucoup le rituel et beaucoup de choses de l'histoire juive. Donc c'est un auteur extrêmement important. Il a été énormément aimé et admiré
par les premiers chrétiens. Ils considéraient que son œuvre était en quelque sorte un évangile de plus, puisque ça allait plus loin que l'évangile, l'évangile qui date donc de la période du Christ. Voilà, donc je peux vous lire, c'est le siège de Jérusalem, qui peut donner une idée de la façon dont les Romains, et d'autres du reste, traitaient les villes qui leur résistaient à cette époque-là. Et comme du reste, la plupart des empereurs ou des rois ont pu faire après, du reste. Hein, ça donne une idée de ce qui se passait. Voilà. Donc c'est du latin, mais là, évidemment, c'est traduit. Ainsi, la souffrance de Jérusalem s'aggravait de jour en jour. Les rebelles, il dit rebelles, alors que lui, justement, devenait encore plus enragé. Il a été témoin de lui. Hein, devenait encore plus enragé du fait des malheurs dans lesquels ils étaient plongés et de la famine qui, du peuple, s'était maintenant étendue jusqu'à eux. La multitude de corps entassés par toute la ville offrait un spectacle horrible et dégageait une odeur pestilentielle, constituant en outre un obstacle pour les sorties des combattants. En effet, comme des gens qui avancent sur un terrain de bataille jonché d'innombrables tués, il leur fallait fouler aux pieds les cadavres. D'ailleurs, ils leur marchaient dessus sans éprouver ni horreur ni pitié, sans tirer en mauvais présage pour eux de cet outrage qu'ils faisaient à des trépassés. Après avoir trempé leurs mains dans le sang de leurs compatriotes, ils se précipitaient à la guerre contre les étrangers, comme pour reprocher, me semble-t-il, à la divinité de différer leur châtiment. Ce n'était pas l'espoir de vaincre, mais le désespoir du salut qui faisait leur hardiesse à la guerre. Les Romains avaient élevé leur terrassement en 21 jours, malgré les nombreuses difficultés. Ils avaient eu à se ravitailler en bois. Ils avaient rasé des arbres, comme je l'ai déjà dit, dans toute la contrée autour de la ville, dans un rayon de 90 stades. Je ne sais pas. Même la terre faisait pitié à voir. Les lieux autrefois ornés d'arbres et de parcs formaient maintenant un désert continu, totalement privé de végétation, et aucun des étrangers ayant vu la Judée d'autrefois, ainsi que les superbes faubourgs de la ville, ayant maintenu sous les yeux sa désolation actuelle, n'aurait pu retenir ses pleurs et ses gémissements devant l'ampleur du changement. L'achèvement des terrasses, etc. Alors, excusez-moi si on peut retrouver de... Voilà. Les rebelles dans le temple ne relâchaient manifestement, donc dans le temple, dont il reste aujourd'hui donc le mur de lamentation, ne relâchaient manifestement pas leur effort quotidien pour repousser les troupes qui étaient sur les terrassements d'approche, et le 27 du mois susdit, ils montèrent la rue suivante, etc. Voilà. Étant entré dans la ville, écoutez bien tout ça, Titus fut émerveillé. Titus, qui est l'empereur romain qui a la meilleure réputation dans le cycle des empereurs romains, on l'appelait à l'époque les délices du genre humain. C'était lui qui disait qu'une journée était manquée s'il n'avait pas fait le bien. Vous voyez comment il va faire. C'est celui sous lequel c'est un règne très court. Il est mort très jeune. Son règne, c'est son règne qui a eu l'éruption du Vésuve, qui a englouti Pompéi et Herculanum. Et c'est le Titus de Bérénice, de la Bérénice de Racine, et de tant d'autres Bérénices. Et on va le voir à l'œuvre là. Étant entré dans la ville, Titus fut émerveillé par la puissance de ses fortifications, Jérusalem, non, et tout spécialement par les tours que les tyrans avaient abandonnées dans leur folie. Examinons donc leur masse gigantesque, les dimensions de chaque pierre et la précision de son ajustement, la largeur de ses tours et leur hauteur. Nous avions deux dieux avec nous dans cette guerre, c'est Dieu qui a fait descendre les Juifs de ces forteresses, car les mains humaines ou des machines, que peuvent-elles contre ces tours? Il tint alors de nombreux propos de ce genre à ses amis, tout en faisant libérer les prisonniers des tyrans trouvés dans les forts.
Plus tard, quand il fit raser le reste de la ville et abattre les remparts, il conserva ces tours comme témoignage de sa fortune qui lui permit, en combattant à ses côtés, de maîtriser ses fortifications imprenables. Les soldats étaient déjà fatigués de tuer, qu'une foule de survivants se montrait encore. César ordonna, donc César c'est Titus, ordonna donc d'abattre uniquement les gens en armes et qui continuaient à résister et de faire prisonnier le reste. Les soldats, outre ceux qu'ils avaient l'ordre de tuer, abattaient également les vieillards et les faibles. Les hommes dans la fleur de l'âge et bons pour le service, ils les poussèrent dans le temple et les enfermèrent dans la cour des femmes. César, Titus, les fit garder par un de ses affranchis et il chargea son ami Fronton de décider du sort de chacun. Fronton fit exécuter tous les rebelles et les brigands qui se dénonçaient les uns les autres. Parmi les jeunes gens, il tria les plus grands et les plus beaux qu'il réserva pour le triomphe à Rome. Sur ce qui restait, il fit enchaîner ceux qui avaient plus de 17 ans et les envoya en Égypte pour les travaux. Titus fit cadeau aux différentes provinces du plus grand nombre destinés à périr dans les théâtres, sous le fer ou sous la dent des bêtes féroces. Ceux de moins de 17 ans furent vendus. Dans les jours où Fronton procédait à cette répartition, 11 000 prisonniers moururent de faim, les uns du fait de la haine de leurs gardiens qui ne leur donnaient pas à manger, les autres parce qu'ils refusaient la nourriture qu'on leur présentait. D'ailleurs, avec une telle multitude, même le blé manquait. Voilà, vous voyez un peu comment ça se passait à l'époque. Il y a d'autres. Oui. Donc là, on change tout à fait l'espace et le temps. C'est aussi la guerre, mais enfin la guerre est une chose très importante pendant l'Empire romain et pendant le reste de l'histoire du monde. Là, il s'agit de la description d'une bataille, d'une description par l'historien romain Tite-Live, qui a vécu à peu près vers 50 avant Jésus-Christ, donc 100 ans avant Flavius Joseph, et qui parle d'un événement qui date de 180 ans avant Jésus-Christ, au moment de la formation de la Rome impériale, non plus de la Rome républicaine, mais de la Rome impériale, déjà pratiquement. Donc ce sont des Gaulois, des Galates, c'est-à-dire des Celtes. J'ai choisi ce passage parce que, bon, la France est un pays, comme beaucoup de pays européens, et extra-européens même, où il y a, comme on dit, un fond celte. Les Celtes étaient des gens qui vivaient donc avant Jésus-Christ, qui ont, dans beaucoup de lieux, qui étaient dans beaucoup de lieux les prédécesseurs, si je peux dire, des Romains, qui ont envahi une grande partie de la zone méditerranéenne, mais au sens très très large. Hein. Ce sont des gens extrêmement intéressants, dont on sait peu de choses, hein, parce qu'il est difficile de... Ils n'ont pas laissé pratiquement pas d'écrits, et tout ce qu'on sait, c'est par ce qu'on ont dit les historiens, César, Tite-Live, etc. Et puis par ce qui subsiste, par des langues, par des mots aussi, des racines étymologiques, et puis aussi par les fouilles qu'on fait des lieux où ils ont habité. Et d'autre part, c'est un fond qui ressurgit, qui est toujours présent dans la littérature européenne, et en particulier dans la littérature française et anglaise. Hein. Le fond celtique, le roi Arthur, tout ça, Shakespeare même, et Rabelais, bien entendu. Et là, ce sont des Gaulois très anciens, hein. Ce ne sont pas des Gaulois de Gaule, ce sont des Gaulois des Balkans. Hein. Et c'est une bataille qui se tient au mont Olympe à la fin de l'été de l'an 189 avant Jésus-Christ. Le mont Olympe, c'est dans le nord de la Grèce actuelle, un peu au-dessous de Salonique, et c'était là que les anciens Grecs situaient la demeure des dieux. C'est une montagne, un massif qui fait à peu près de 950 mètres, que je connais, j'y suis allé souvent, et qui est une très belle montagne, bon, où les Grecs donc imaginaient
le séjour des dieux. On parlera plus tard de la façon dont les Grecs, dont tous ces gens imaginaient ou parlaient de ce à quoi ils ne croyaient plus. Hein. Comme beaucoup ici, comme beaucoup de catholiques ou beaucoup d'autres religions ne croient plus, ont gardé la foi, mais ne croient plus, disons, dans, comme on dit aujourd'hui, l'inscription de leur religion, des figures de leur religion dans l'histoire. Hein. Nous, ça serait par exemple Adam et Ève, qui croient encore à Adam et Ève. Hein. Mais c'est un mythe qui est nécessaire pour penser. Hein. Voilà. Donc le mont Olympe, ça devait être nécessaire aux Grecs, qui pourtant étaient des savants extraordinaires, qui ont été parmi les premiers à concevoir que la Terre était ronde et à calculer même le rayon de la Terre, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Mais ça, on en reparlera au moment de la Renaissance, quand les gens de la Renaissance ont redécouvert ce que les Grecs avaient inventé. Donc ça leur servait, une montagne qui est belle en soi, où il y a de la neige, c'était bien pour eux. Mais qui croyait à ça? Alors, c'est une première apparition des Gaulois, enfin des Galates, des Celtes, dans le monde romain, la principale ayant eu lieu quand même à Rome, hein, où les Gaulois de Gaule ou du sud de la Gaule sont descendus jusqu'à Rome. C'est la fameuse histoire des rois du Capitole, etc. Hein. C'est repris tout ça d'une façon, évidemment, qu'on peut juger comme on veut dans les Astérix et autres bandes dessinées depuis une trentaine d'années. Hein. Mais les Gaulois émigraient en masse des villages et des champs, traînant avec eux-mêmes leurs femmes et leurs enfants, tout ce qu'ils pouvaient porter et pousser. Ils se dirigeaient vers le mont Olympe pour s'y retrancher, protégés par leurs armes et par le Scythe. Le peuple Tolostobog avait occupé le mont Olympe. Les Tectosages s'étaient séparés d'eux pour gagner une autre montagne appelée Magaba. Les Trochmes avaient confié femmes et enfants aux Tectosages et décidé avec les hommes armés de porter secours aux Tolostobog. À ce moment, les roitelets des trois peuples s'appelaient Oriago, Combolomarus et Godotus. C'est une phonétisation latine des noms celtes. Ils avaient adopté cette stratégie surtout parce qu'ils pensaient, en tenant les sommets les plus élevés de cette région et en y apportant de quoi subsister aussi longtemps qu'il faudrait, pouvoir fatiguer et dégoûter l'ennemi. Celui-ci n'oserait pas approcher en traversant des endroits aussi escarpés et accidentés. S'il essayait, une troupe réduite suffirait à l'arrêter ou à le troubler. Enfin, il ne supporterait pas, s'il s'installait au pied de ces montagnes glaciales, le froid et le manque d'aliments. Bien que l'altitude même du lieu les protégeât, les Gaulois entourèrent les sommets sur lesquels ils s'étaient installés d'un fossé et d'autres retranchements. Les Gaulois, sûrs que leurs flancs sont tous deux inaccessibles, envoient quelques 4000 hommes vers le sud pour occuper une colline qui domine le chemin à moins d'1 mille du camp et ont bloqué l'accès par les armes. Le combat s'engage de loin avec les armes de jet, c'est-à-dire les javelots, etc. Il est d'abord égal car les Gaulois sont avantagés par le terrain et les Romains par l'abondance et la variété des projectiles. Mais à mesure que le combat avance, l'égalité cesse. Leur bouclier long mais trop étroit pour leur stature et plat de surcroît couvrait mal les Gaulois. Ils n'eurent bientôt plus d'armes à part leurs épées qui ne servaient à rien puisque l'ennemi n'engageait pas de corps à corps. Ils lançaient des pierres sans ajuster ni appuyer le tir, faute d'habitude. Frappés de toutes parts à l'improviste de flèches, de balles et de javelots, ils ne savaient que faire, aveuglés par la colère et la peur, et pris au dépourvu par un genre de combat auquel ils sont inaptes. Car si, dans le combat rapproché où l'on reçoit et inflige tour à tour des blessures, la rage les rend courageux, au contraire, quand ils sont blessés par de légers projectiles invisibles venus de loin, quand ils ne peuvent se ruer nulle part dans un assaut aveugle, tels des bêtes transpercées, ils se jettent au hasard contre les leurs. Comme ils combattent nus et que leur peau est grasse et blanche, puisqu'ils ne se déshabillent que pour combattre, leurs blessures étaient mises à nu. Ainsi la masse des chairs laissait couler plus de sang, les plaies béantes étaient plus affreuses, et la blancheur du corps était plus souillée par le sang noir. Mais les plaies ouvertes ne les émeuvent guère. Parfois, quand la blessure est large plus que profonde, ils arrachent la peau autour, pensant augmenter leur gloire. Mais quand une pointe de flèche ou une balle de fronde a pénétré dans la chair et la brûle, sous l'aspect d'une petite blessure, et qu'ils cherchent à arracher ce projectile qui ne vient pas, la honte et la rage les prennent d'être victimes d'un si minuscule adversaire, et ils se couchent à terre, si bien qu'alors ils y gisaient épars. D'autres se ruaient sur l'ennemi,
et étaient frappés de toutes parts, et s'ils arrivaient au contact, l'épée des Vélites les transperçait. Ce soldat est armé d'un bouclier de 3 pieds, porte du côté droit des javelots qu'il lance de loin, et à la ceinture un glaive espagnol, pour l'époque, etc., etc. Donc, le camp est déjà rempli de terreur, de panique, comme tous les endroits où sont mélangés femmes, enfants et toute la foule des gens inaptes à la guerre, etc. Abandonnés par la déroute des ennemis, les collines accueillirent les Romains vainqueurs. On voit déjà beaucoup de caractères qui vont marquer la suite de l'histoire de pas mal de pays d'origine celte, dont la France par exemple. Ça c'est écrit par Tite-Live, qui est un historien romain donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est un historien un peu ennuyeux, que j'ai traduit moi quand j'étais enfant. C'est un peu comme on dit, de la maçonnerie romaine, alors que Tacite, qui est le grand historien du IIe siècle après Jésus-Christ, d'où Racine a tiré toutes ces tragédies, une grande partie de ces tragédies, est un historien magnifique, un peu comme Shakespeare, très vif, très vivant, très mystérieux. Là c'est très lourd, mais on a des détails très précis, et c'est un côté aussi un côté intéressant de la mentalité romaine. Voilà. Donc là, on est dans le monde romain, à la fois dans le monde gaulois, dans le monde romain. Et je voudrais vous lire une chose. Bon, les années, les siècles passent, et à partir donc de la naissance du Christ et en l'an 0, mais c'est pas l'an 0, c'est en fait en l'an 6 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire que le Christ est né en fait 6 ans après sa naissance présumée, en quelque sorte. Et c'est de sa naissance qu'on date donc l'ère chrétienne dans laquelle nous sommes encore. Bien entendu, ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens des autres civilisations, bien entendu. Les Chinois et les Arabes en particulier, par exemple, qui datent, vous le savez, les Chinois qui ont une autre datation, et les Arabes qui datent leur histoire, enfin l'histoire du monde, en quelque sorte, de l'Égypte, c'est-à-dire de la fuite du prophète à Médine. Donc le christianisme se développe, c'est une chose extrêmement intéressante à étudier, bien entendu, c'est un vaste sujet historique, qui est toujours, on fait toujours des découvertes jour après jour, et c'est très intéressant parce que je vais vous lire un passage qui est assez connu, mais qu'on connaissait autrefois beaucoup, un passage d'un grand auteur romain qui s'appelle Tertullianus, qui était un berbère en fait, un Africain du Nord, qui était païen en quelque sorte au départ, et qui s'est converti au christianisme, au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui a été très vite un prosélyte, c'est-à-dire un propagateur de la foi extrêmement ardent, de la foi nouvelle. Il faut imaginer ce que ça pouvait représenter, la foi chrétienne, pour des gens qui sortaient de ce monde très positif comme était le monde romain, très bien sous beaucoup de rapports, mais très dur sur certains autres. Et avec cette idée de la pitié, de la miséricorde, de la pitié et de l'importance de l'être humain. C'est vrai que c'est une religion qui, dans son départ, a donné à chaque être humain, quel qu'il soit, la capacité au moins intérieure d'avoir une destinée. Alors que du temps des Romains, il y avait beaucoup d'autres considérations qui entraient en ligne de compte. Et il y avait aussi ce partage de la société entre libres et esclaves, etc. Mais il y avait les citoyens, c'est-à-dire que tout le monde était citoyen, pauvre ou riche. Mais il y avait les esclaves, que la chrétienté n'a pas aboli du reste, mais que la chrétienté a, disons, adouci. On imagine mal des gens convertis, des convertis chrétiens, les premiers en tout cas, ne pas essayer d'affranchir leurs esclaves, ou du moins à rendre leur sort un peu moins dur. Si vous voulez, si je vous lis tout ça, c'est aussi pour... parce que c'est inconcevable pour moi de commencer une sorte de lecture agréable
de la littérature française et d'autres aussi, là, attenantes, sans évoquer sans évoquer le socle sur lequel cette langue s'est construite quand même. Hein. Et le socle latin est quand même capital. Il est capital pour toutes les langues européennes, comme vous le savez, en particulier ce qu'on appelle les langues latines, hein, et y compris l'anglais qui découle énormément du français, bien entendu, comme vous le savez. Mais évidemment, le latin, l'espagnol, le roumain, etc. Et le français, bien entendu. Donc c'est inconcevable de commencer ce genre de lecture vivante comme ça, tout de suite par un texte français. Hein. D'autant que au début, la construction des premiers textes français, c'est une construction latine. Hein. Et pour moi, c'est même une construction qui m'a énormément influencé, que j'entends encore quand j'écris. Vous voyez ? Donc je vous lis ce morceau. Donc c'est un prosélyte très ardent, qui est peut-être un peu, évidemment, très partial, etc. Et donc il a fini évêque de Carthage. Donc c'est un berbère. Donc c'est le maître de Saint-Augustin. Saint-Augustin qui était lui aussi un berbère et qui lui est mort évêque d'Hippone, qui est mort dans Hippone, qui est l'actuelle Beaune, Annaba, en Algérie, hein, qui est une très belle ville, au bord de la mer. Il est mort pendant le siège d'Hippone, à l'époque, un mot grec, dont les Arabes ont fait Hippone, Annaba. Hein, c'est intéressant de voir comment beaucoup de noms en Europe, hein, en Afrique, qui étaient des noms ou romains ou latins ou français, ont été après donc phonétisés en arabe, ont été prononcés, et sont restés tels que prononcés arabes. Donc Hippone est devenu Annaba, dont les Français ont fait Beaune. Voilà. Et maintenant c'est à nouveau Annaba. Donc le maître, l'élève en quelque sorte de Tertullien, est mort pendant le siège de sa ville par les Vandales, qui étaient donc des Germains, qui ont donné leur nom au mot vandale, au mot vandalisme. Ils n'étaient pas plus vandales que les autres, mais ceux-là, on les a particulièrement soignés historiquement. Voilà. Ils sont aussi à l'origine on pense, hein, c'est pas tout à fait sûr, je crois, à l'origine, les Vandales sont à l'origine du mot Andalus. Les Arabes ont appelé le sud de l'Espagne El Andalus, c'est-à-dire le pays des Vandales, El Andalus, qui est maintenant l'Andalousie. Hein. Les Vandales c'était des blonds aux yeux bleus qui sont partis et qui ont, avec femmes et enfants, qui ont fait traverser tout ça, et qui sont passés en Afrique du Nord et qui ont assiégé Beaune. Saint-Augustin, qui était déjà âgé et qui en avait certainement assez de vivre, est mort pendant le siège de sa ville. Car il était non seulement évêque, mais il était certainement aussi le prince, enfin, disons le gouverneur. Enfin, il avait en tout cas, il était aussi important que le gouverneur. Et pendant que les Vandales assiégeaient, pas leur machine, mais enfin leur masse blonde aux yeux bleus, Saint-Augustin mourait dans son petit palais épiscopal. Voilà. Augustin qui est avec Saint-Paul, avec Saint-Paul qui est vraiment le socle de la chrétienté. Tertullien est donc son maître. Mais il est beaucoup moins fort, bien sûr. Voilà ce qu'il dit, par exemple. En voilà assez sur ce point, je sais pas très bien, car je sais que quand je vous aurai montré ce que sont vos dieux, il parle aux Romains, si vous voulez, il parle aux païens. Bon. Donc il veut convaincre les Romains, les païens, comme on dit à l'époque, comme on a dit pendant longtemps, qu'il faut donc adopter le christianisme. C'est mieux. Or, pour ce qui est de vos dieux, les dieux romains, hein, qui venaient beaucoup des dieux grecs, tout ce que je vois, ce sont les noms de quelques anciens morts. Je n'entends que des fables, et par ces fables, je m'explique leur culte.
Pour ce qui est de leur statut, je ne découvre rien d'autre que des matières apparentées à celles des vases et des ustensiles ordinaires, ou bien encore une matière qui provient de cette même vaisselle et de ces mêmes meubles, comme si elle changeait de destinée par la consécration, grâce à la liberté de l'art qui la transfigure, mais d'une manière si outrageante et par un travail si sacrilège, que vraiment nous autres chrétiens surtout, qui sommes livrés au supplice, précisément à cause des dieux, nous trouvons là une consolation à nos souffrances, en voyant vos dieux subir pour naître les mêmes tourments que nous. Parce qu'à cette époque-là, les chrétiens n'ont pas de statut de rien du tout, hein. C'est extrêmement simple. Vous attachez les chrétiens à des croix, à des poteaux. Quelle est la statue qui ne soit d'abord formée par l'argile appliquée à une croix ou à un poteau? C'est sur un gibet que le corps de votre Dieu est d'abord ébauché. Avec des ongles de fer, vous déchirez les flancs des chrétiens. Mais tous les membres de vos dieux sont travaillés plus énergiquement par les martelines, les rabots et les limes, les sculpteurs. On nous tranche la tête. Avant le plomb, la colle et les clous, vos dieux sont sans tête. Nous sommes exposés aux bêtes. Ces bêtes sont celles que vous mettez à côté de Libère, de Cybèle et de Célestis, les dieux. On nous livre au feu, on fait subir le même sort à la matière de vos dieux sous sa forme première. On nous condamne aux mines, c'est-à-dire la forge. On nous condamne aux mines. C'est de là que vos dieux tirent leur origine. L'or, l'argent, etc. On nous relègue dans les îles. C'est dans une île que tel de vos dieux naît ou meurt. Si tout cela confère un caractère divin quelconque, ceux que vous punissez sont donc divinisés, et il faut regarder les supplices comme une apothéose. Oh, mais ça il y en a beaucoup de pages comme ça. Voilà. C'est un auteur très vivant, très vif et très convaincu. Très convaincu. Il est dans les débuts du christianisme, donc il n'y a pas de, je vous dis comme je vous dis, il n'y a pas d'ornement. C'est un christianisme extrêmement intérieur et c'est un christianisme surtout qui est évidemment menacé par ce qu'on appelle les persécutions, dont on a du reste, à la suite de Tertullien, d'une certaine façon, exagéré l'importance. Les chrétiens n'ont pas été aussi persécutés qu'on l'a dit. Enfin, ils l'ont été quand même. Donc là, c'est l'apparition du monde chrétien. Il y a des pages de Michelet, qui est le grand historien français extraordinaire, sur le passage des dieux au Dieu unique. Mais bon, je ne peux pas le dire, parce que je lirai sans doute beaucoup de Michelet par la suite. Il faut voir aussi ce qui... Donc le monde romain est en train de se disloquer d'une certaine façon. Vous savez que le dernier empereur romain, c'est Romulus Augustule. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Romulus, qui était le créateur, le premier roi de Rome, en 753, avant Jésus-Christ, donc, roi plus ou moins légendaire, Romulus et Rémus, élevé et allaité par la Louve romaine, tout ça est très clair quand on va à Rome, en Italie. Donc le premier roi, Romulus et Rémus, Romulus qui tue Rémus, etc. Et le dernier roi, 7 et 4, 7 et 5, 12 siècles plus tard, le dernier petit empereur romain, c'est Romulus Augustule, c'est-à-dire c'est le même nom que le même nom que le premier roi, et une sorte de diminutif d'Auguste, qui était le premier empereur romain, qui était l'ancien Octave, César, Octave et Marc-Antoine, qui était le premier empereur et qu'on a appelé Augustus, d'où le mot Auguste. Ce qui est auguste, c'est ce qui est noble, majestueux, etc., et en principe vertueux. Ce qui était plus ou moins, plutôt moins que plus le cas d'Auguste, qui était un grand empereur, sous le règne duquel, très longtemps d'empereur. Pour le moment, c'est un des règnes les plus longs de l'histoire, avec celui de Louis XIV. Je pense que Louis XIV est le plus long. Donc, et Auguste est mort dans son lit, qui était une performance à l'époque. C'est sous son règne qu'il y a eu les grands écrivains romains, et donc Virgile. L'Énéide est une commande d'Auguste à Virgile, par l'intermédiaire de son ministre de la culture de l'époque, qui s'appelait Mécène, d'où le terme de Mécène, qui a été
le ministre, enfin l'adjoint, en quelque sorte, le conseiller d'Auguste pour les affaires culturelles, qui s'est occupé d'Horace, par exemple, du grand poète latin, etc., et qui, je crois, a commandé plus ou moins, pour essayer d'enraciner, donc l'Énéide à Virgile, pour enraciner la dynastie des Césars, car Auguste est le descendant de Jules César, qui n'a jamais été empereur, lui, qui a voulu l'être, mais qui ne l'a pas été, peut-être assassiné avant, qui, lui, disait descendre de la famille de Troie, de la guerre de Troie, hein, les Priam, etc. D'Ilion, fils de Priam. Enfin, vous connaissez la guerre de Troie, les Grecs, les Troyens, etc. C'est une histoire qui marche encore, hein, puisqu'il y a encore des films, et des poèmes, et des romans, et toutes sortes de choses, et évidemment de livres d'histoire là-dessus, d'opéras, donc Jules César se prétendait de Jules, Ilion, etc. Ilion, c'est le nom de Troie, c'est le nom grec de Troie, Ilion. Donc pour que cette dynastie nouvelle, la dynastie des Jules César, sont enracinés dans quelque chose de vrai, quoi, disons de légitime, on les faisait descendre cette dynastie de Troie, c'est-à-dire d'une dynastie absolument légendaire qui était la dynastie de l'Iliade, etc. Donc la chose la plus, pour les Romains, la chose la plus extraordinaire du monde, c'était l'Iliade et l'Odyssée. C'était pas du tout ce qu'ils faisaient eux, car les Romains avaient un complexe, ils ont gardé longtemps un complexe d'infériorité vis-à-vis des Grecs. Ils avaient conquis politiquement, militairement, mais que les Grecs avaient conquis intellectuellement, disons, poétiquement, artistiquement, etc. Les Romains n'ont jamais réussi à inventer un art et même une littérature et une philosophie aussi puissante et aussi originale et aussi raffinée que celle des Grecs. Voilà. Aussi vivante, aussi souple que celle des Grecs. Voilà. Donc, on était... Donc le dernier, Augustule, qui est une façon de ridiculiser, mais c'était réellement Romulus Augustulus. Il a été déposé par un prince barbare, Hérule, les Russes c'était des Germains, qui s'appelait Odoacre, qui l'a déposé, qui l'a sorti de son trône en quelque sorte, en 476 après Jésus-Christ, et qui l'a exilé dans une villa ou dans une île au large de l'Italie, et qui a fait renvoyer les insignes royaux, les emblèmes royaux, enfin les insignes, je crois que c'était les insignes des légions, je ne sais pas ce qu'il y avait, les insignes du Sénat, hein, Senatus Populus SPQR, Senatus Populusque Romanus, il les avait renvoyés à Constantinople, à Byzance, l'actuel Istanbul, qui s'est appelé Constantinople, qui s'appelait Byzance sous les Grecs, qui était le siège de l'Empire d'Orient. Et à partir de ce moment-là, c'est l'Empire d'Orient, parce qu'il y avait deux empires à cette époque-là, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. 476, fin de l'Empire d'Occident, ce sont les barbares qui règnent, dans plusieurs royautés en Italie et partout. Donc le monde romain, d'une certaine façon, s'effondre administrativement, au niveau au moins du système dynastique, et toute la romanité, en quelque sorte, revient à l'Empire d'Orient, qui est là, dans la ville créée par Constantin, le premier empereur chrétien, en 320, je crois, donc fondateur de Constantinople, Constantinopolis, une ville de Constantin, dont les Turcs ont fait après Istanbul. Hein. Istanbuli, Bouli étant police, étant la formulation arabo-turque de police. Hein. Donc le nom resté, sauf Byzance, Constantinople, Istanbul, il y a un rapport phonétique et étymologique. Donc à ce moment-là, c'est Byzance qui prend... Alors Byzance est un vaste sujet, c'est impossible. En plus, la littérature est très médiocre, ça a duré quand même pas mal de siècles. Mais c'est là qu'il y a eu toute cette splendeur architecturale qu'on ne peut pas aimer du reste, Sainte-Sophie, qui est maintenant la grande mosquée, et tout ce qu'on appelle l'art byzantin, qui a été
d'une très grande importance dans la formation de l'art roman en Europe. Hein. Le roman en Europe vient de l'art romain, proprement dit, romain d'Occident, et beaucoup quand même de l'Empire byzantin. Alors, cet empire est un empire qui va durer très longtemps, puisqu'il va durer jusqu'au XVe siècle après Jésus-Christ. Istanbul va être assiégé par les Turcs. Constantinople va être assiégé par les Turcs en 1453, c'est-à-dire au moment de l'invention de l'imprimerie en Europe, hein, par Gutenberg, l'invention européenne de l'imprimerie, hein, parce que les Chinois sont en avance sur bien des points, on peut le voir tout de suite, l'ont déjà inventé à leur façon. Donc cet empire va durer très longtemps. Il va posséder non seulement toute la Turquie actuelle, mais une grande partie, mais la Grèce, une partie de l'Italie, les Balkans, la Roumanie, etc., l'Afrique du Nord, l'ancienne partie orientale de l'Empire romain. Mais c'est un système très compliqué, du reste on dit toujours des querelles byzantines, ou des idées byzantines pour qualifier des idées compliquées, et des querelles compliquées. On leur attribue par exemple une discussion, une très longue discussion sur le sexe des anges, par exemple. C'est eux, le sexe des anges, c'est eux. Et pendant que Constantinople est assiégé, ils discutent de points de théologie. C'est assez sympathique d'une certaine façon. Enfin, évidemment, c'est pas très efficace. Donc mais c'est littérairement très pauvre. Ils continuent d'imiter les latins, mais pour les barbares qui à ce moment-là occupent et qui deviennent les habitants réels de ce que l'Europe aujourd'hui, Europe plus ou moins byzantinisée, parce que le nord d'Italie, il y a Ravenne, les fameuses mosaïques de Ravenne, qui sont extrêmement belles, qui sont donc byzantines, hein, parce que Byzance occupe certaines régions, mais Byzance n'a jamais occupé la Gaule, par exemple, ni l'Allemagne, hein, ni l'Espagne. L'Espagne qui est restée toujours assez indépendante, qui a très bien su avaler ses envahisseurs, mais qui a donné à ces envahisseurs beaucoup de grands esprits, de grands militaires, de grands empereurs, etc. Beaucoup plus que la Gaule, d'une certaine façon. Donc c'est Byzance qui, pendant toutes ces périodes, toute la période que nous appelons, nous, la période mérovingienne, les temps mérovingiens, qui sont des périodes de sinistre mémoire pour pratiquement toute l'Europe, en particulier pour la France, qui sont donc où les royaumes sont dirigés par les descendants de Clovis. Hein. Clovis, il y a eu je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais quel anniversaire de Clovis il y a quelques années. En France, ça a donné lieu à des débats. Vous avez peut-être vu ça à la télévision. Il y a eu des débats un peu ridicules par moment, mais enfin assez sympathiques aussi, sur le fait de savoir si Clovis était quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, ou un barbare, ou un soudard, ou un type, enfin bref, tout ça. Et on n'en a rien compris, on va dire, parce qu'on n'en sait rien. Le fait est qu'il a conquis certains territoires et il a été un des premiers à unifier certains territoires qui sont devenus, après coup, la France. Il ne devait pas être quand même tout à fait idiot. Voilà, mais je m'en fiche, on va dire. Donc, à l'époque de Clovis, il y a eu donc ses descendants, Clovis c'est 400, etc. Entre 500 et 750, là, il y a 2 siècles et demi qui sont 2 siècles épouvantables. On appelle donc le siècle des descendants de Clovis, car Clovis était le fils de Mérové, que nous appelons Mérové, mais qu'ils appelaient Mérovig, comme Clovis s'appelait Clodovig, comme on a fait, comme Ludwig a donné Louis, etc. Bon, ce sont des sons, bien sûr, germaniques, car les Francs sont germaniques. Bon, les Francs qui sont donc les stabilisateurs de la première France, disons. Donc Byzance reste le point de mire de tous ces gens-là. Ils n'ont que ce sont des temps très barbares, je vous en lirai tout à l'heure des exemples, ou la prochaine fois plutôt, mais au même moment, hein, dans ces siècles très obscurs, qui restent obscurs, malgré que certains historiens veuillent les réhabiliter, d'une certaine façon, ils n'ont peut-être pas tort, parce que c'est peut-être pas aussi sombre que ça. Les princes, les rois, tous ces gens-là sont des gens
qui sont extrêmement croyants, qui sont des brutes effarantes et des gens assez ignares, qui veulent quand même, comme Charlemagne, qui n'est pas amérindien, mais qui veulent jouer aux mécènes ou aux empereurs cultivés, comme les empereurs romains ou les empereurs byzantins, ne sont en fait que de très médiocres imitateurs et sont le plus souvent incapables d'écrire quoi que ce soit. Hein. Ils ont des secrétaires, et même l'Église s'affaiblit à ce moment-là. C'est-à-dire les évêques sont tellement épuisés car l'Église reste le seul lieu d'asile pour les non-seigneurs, hein, pour les serfs, pour les gens qui sont très abattus. L'Église, donc les églises elles-mêmes, les couvents sont des lieux d'asile. Donc c'est très intéressant l'histoire des lieux d'asile, car tout le monde s'y réfugie. Il y a des cathédrales, qui étaient des cathédrales à l'époque, hein, comme celle de Tours, par exemple, où vivait Martin de Tours, qui est un petit peu le patron de la première France, qui est devenu Saint-Martin, qu'on a sanctifié pour l'occasion, avait créé, à cause de sa qualité d'homme et d'évêque, sous sa garde, dans sa cathédrale et dans ses couvents, un nombre considérable de gens de toutes sortes de conditions. Des princes en fuite, des brigands, des serfs en fuite, qui venaient se réfugier dans les cathédrales et dans certains endroits. Il fallait donc nourrir ces gens, qui étaient souvent des brigands, qui étaient servis par les moines, ou par les clercs, ou par les diacres de la cathédrale, et qui n'en faisaient absolument qu'à leur tête, qui amenaient des femmes, qui amenaient tout ce qu'ils voulaient, de la nourriture, etc., et qui faisaient la fête dans ces cathédrales ou dans ces dépendances de cathédrales. Parce qu'ils avaient tous les droits, ils étaient protégés par Dieu. Il fallait donc que les prêtres les servent. Voilà, et c'est très intéressant. Donc il y avait peut-être ces espaces qui devaient être assez rigolos, au fond, avec des évêques très sérieux et absolument désespérés par tout ce qui se passait autour d'eux. C'est évident. On en a des témoignages, on en a beaucoup de témoignages. Ils ont un peu écrit dans une langue, dans un latin extrêmement médiocre, mais on sent bien que c'est un malheur considérable pour eux de vivre à une pareille époque. Ah, ils sont entourés d'assassins, ils se font souvent assassiner, mais par des gens qui croient, pour lesquels il n'y a de salut que dans le paradis, enfin, que dans l'au-delà, hein, mais qui, sur Terre, n'éprouvent aucune gêne à tuer leurs propres enfants, etc., à se tuer entre eux, etc. Ouais, ça, c'est le mystère de ce genre de foi à l'époque. Hein. Seuls certains évêques leur en imposent. Voilà. Donc, dans cette époque assez sinistre, par contre, en Chine, par exemple, la Chine est déjà une civilisation très vaste et très, très bien administrée, très cultivée, du moins pour ce qui concerne les hautes classes, mais tellement bien organisée que tout le monde peut avoir sa part de cette administration-là, dans le domaine agricole par exemple, ou dans l'artisanat, dans la petite industrie, et dans toutes sortes de choses. Et la Chine a toujours été un pays qui a énormément écrit. Écrire était pratiquement une fonction en Chine. Hein. Et une civilisation extrêmement littéraire, extrêmement écrite. Hein. Alors, si on a le temps, mais je peux peut-être, je sais pas, peut-être arrêter, j'en sais rien. Là, je vous lis ce qu'à l'époque de tous ces monstres dont je parlais tout à l'heure, et dont je parlerai plus tard, prochaine fois ou ce soir, je ne sais pas, voilà ce qu'on pouvait écrire en Chine à cette époque-là. Et en Chine, c'est intéressant parce que c'est un des premiers textes, très anciens, donc 7e siècle à peu près, je crois, où c'est l'invention de la fiction, c'est-à-dire du roman en Chine. On en est très loin ici, en France, bien entendu, à la même époque. Hein. Le roman n'existe pratiquement pas, du reste, dans la civilisation grecque ou romaine, assez peu. Ce sont des romans, plus ou moins, des sortes de contes. Et là, c'est déjà du roman. Vous voyez, par exemple, Dame Reine fut une ensorceleuse. Il y avait en ce temps un certain seigneur Wei, le futur gouverneur de préfecture, prénommé Yin, 9e garçon dans sa génération, par sa mère, petite fille du prince de Xinan, Hui,
D'une jeunesse débridée, il aimait boire. L'époux d'une cousine cadette du côté paternel, de bonheur féru d'arts martiaux, Zing le sixième, le prénom je l'ai oublié, partageait son goût pour le vin et les filles. Pauvre et sans famille, il vivait au sein du clan de sa femme, s'entendait bien avec Wei Yinyin et sortait sans cesse en sa compagnie. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. En l'an 9 de l'ère Trésor céleste, dans le plein été de la 6e lune, ils parcouraient de conserve les rues de Chang'an pour aller voir ensemble au quartier de Nouvelle Splendeur. Arrivé au sud de celui de la Paix déclarée, Zing s'excusa d'avoir à s'absenter pour quelque affaire et pria son compagnon de continuer un moment seul. Il le rejoindrait à l'endroit prévu. Tandis que Wei Yin poursuivait vers l'est, monté sur son cheval blanc, Zing, juché sur un âne, se dirigea vers le sud. Comme il franchissait la porte septentrionale de la Paix ascendante, il tomba sur 3 femmes qui marchaient au milieu de la chaussée. Celle au centre, en blanc, était une beauté. Surpris et ravi, Zing cravacha sa monture, qui dépassa rapidement les 3 marcheuses, mais il se retrouva derrière elle, sans avoir osé l'aborder. Comme la fille en blanc lui coulait cependant de fréquentes œillades qui lui promettaient bon accueil, il s'enhardit à l'apostropher sur le ton de la plaisanterie. Comment peut-on être aussi ravissante et marcher à pied? Que faire sinon marcher, puisque l'heureux possesseur d'une monture ne sait comment s'y prendre pour la prêter, dit la belle en blanc avec un sourire, etc. Ce médiocre baudet n'est pas digne de servir de transport à si belle personne, mais je vous l'offre pour avoir le privilège de suivre vos pas à pied. Ils éclatèrent de rire en se regardant. La compagnie échangeait des propos de plus en plus troublants qui les mirent bientôt en termes de libre intimité. Zing la suivait vers l'est, il faisait déjà noir lorsqu'ils atteignirent le jardin des vagabondages du plaisir. Apparut une résidence dont la porte cochère laissait entrevoir derrière l'enceinte de Pisé des salles et bâtiments fort imposants. Sur le point d'entrée, la fille en blanc se retourna pour lui dire « Veuillez patienter un moment ». Comme elle avait laissé l'une de ses suivantes attendre entre la porte et le mur écran, celle-ci en profita pour demander à Zing son nom et son rang. À son tour, il l'interrogea sur sa maîtresse. « Elle se nomme Reine la 20e, répondit-elle. Invité peu après à rentrer, il attacha l'âne à la porte, posa son chapeau sur la selle. Elle s'aperçut alors qu'une femme d'une 30aine d'années était sortie l'accueillir. C'était la sœur aînée de Dame Reine. Un festin fut servi sous une rangée de chandelles. Il avait déjà levé maintes fois sa coupe quand Dame Reine apparut en grande toilette. Ils burent tout leur saoul en y prenant une joie extrême et ne se mirent au lit que tard dans la nuit. Par son corps aux formes superbes, ses chants, ses rires, ses poses, par chacun de ses mouvements, elle était d'un charme que l'on avait peine à croire de ce monde. Comme l'aube allait pointer, elle lui annonça « Il est temps de partir. Mes frères, membres du Conservatoire impérial de musique, sont employés au Yamen de commandement du Sud. Ils doivent sortir au lever du jour, tu ne peux t'attarder. » Il s'en fut après avoir fixé un rendez-vous ultérieur. Lorsqu'il atteignit en marchant la porte de l'enceinte du quartier, la barre n'en avait pas été encore enlevée. Il y avait sur le côté une boutique de galettes tenue par un Turc, occupé à ranimer une lampe et allumer le four. Zing alla se reposer derrière son store et, comme il attendait le signal du tambour, engagea la conversation avec le boutiquier. Il le questionna en montrant la direction de son logis de la nuit. « D'ici, en tournant à l'est, on trouve une porte cochère. À qui appartient la résidence ? » « Ce sont des ruines. Le terrain est à l'abandon. Il n'y a pas de résidence. »« Je viens d'y passer. Comment peut-on dire qu'il n'y a rien ?» s'indigna Zen, qui se mit à contester âprement l'affirmation du Turc. Celui-ci finit par comprendre et s'exclama « Ah, je sais, c'est qu'il y a là-bas une renarde qui séduit surtout les jeunes gens et couche avec eux. On l'a déjà repérée 3 fois. Ne l'auriez-vous pas aussi rencontré ?»« Non, répondit Zeng en rougissant, car il tenait à garder son aventure pour lui. Il retourna voir à l'endroit, à la lumière du jour, trouva le mur empuisé, la porte telle qu'elle, mais jetant un coup d'œil à l'intérieur, ne vit qu'herbes folles et terrains en friche. De retour, il tomba sur Wei Yin, qui lui reprocha d'avoir manqué à leur rendez-vous. Zeng ne laissa rien paraître et trouva un prétexte de nature à le justifier, mais se remémorant le charme sensuel de la jeune femme en blanc, il avait le cœur embrasé par le désir de la revoir, ne serait-ce qu'une fois, il ne pouvait l'ôter un instant sur l'esprit. Une dizaine de jours s'étaient écoulés. Sorti se promener, Zeng était entré dans une boutique de prêt-à-porter au marché de l'Ouest, quand il l'y aperçut du premier coup d'œil, accompagné des suivantes de naguère. Comme il l'appelait précipitamment, elle se détourna, le corps penché, et se mêla à la foule afin de l'éviter. Il s'élança en répétant son nom et se tenait debout dans son dos, quand elle lui parla en se protégeant par derrière de son éventail. « Vous savez qui je suis, pourquoi m'approcher? Je le sais, et alors? Y a-t-il lieu de s'en affliger? Ces choses honteuses me montrer à vous serait trop embarrassant.
Moi qui pense à vous si ardemment, supporteriez-vous de m'abandonner? Moi, comment oserais-je? C'est seulement que je crains que vous ne m'ayez pris en aversion. » Zeng jura qu'il n'en était rien en termes si pressants que Dame Reine tourna son regard vers lui, abaissa son éventail et révéla une beauté aussi rayonnante que la première fois. Elle lui déclara: « Je ne suis pas la seule de mon espèce en ce monde. C'est seulement que vous ne connaissez pas les autres. Ne me tenez point pour une étrangeté unique. » Comme Zeng l'invitait au plaisir partagé, elle répliqua: « Si les gens prennent en horreur les créatures de mon genre, c'est pour nulle autre raison que leur nocivité. Ce n'est pas mon cas, et puisque vous ne m'avez point en aversion, je vais bien vous servir toute la vie en vous présentant le peigne et les bonnets. Au premier signe de fléchissement de votre affection, je saurai me retirer sans attendre d'être chassé. » Zeng lui promit qu'il n'en saurait rien. Comme il lui parlait dans le logis commun, elle lui répondit: « À l'est d'ici, il y a un grand arbre qui dépasse la poutre faîtière dans une ruelle écartée et calme. On pourrait louer et y habiter. La dernière fois, celui qui allait chevauchant vers l'est venant du sud du quartier de la Paix déclarait: « Monté sur un cheval blanc, n'était-ce point le cousin de votre épouse? Sa maison abonde en fournitures, nous pourrions lui en emprunter. » À cette époque, les oncles de Wei Yin étaient partis de tous côtés rejoindre leur poste, si bien que les affaires des trois cours se trouvaient toutes entassées chez lui. Zeng se renseigna comme elle le suggérait et se rendit chez Wei Yin, lui emprunter de quoi équiper la maison. Comme ce dernier lui demandait quel besoin il en avait, Zeng répondit: « Je viens d'acquérir une beauté et lui ai déjà loué un logis, je te les emprunte à son usage. » À contempler ta mine, se mit à rire Wei Yin. « C'est d'une vilaine garce que tu as dû t'enticher. Une beauté, allons donc. » L'ami lui prêta tout ce qu'il lui fallait, rideaux, teinture, literie, natte, et lui adjoignit un garçon déluré pour épier la nouvelle acquisition. Un moment plus tard, ce dernier revenait en courant s'acquitter de sa mission, essoufflé et en sueur. Son maître le reçut et le questionna: « Y en a-t-il une, vraiment? »« Oui. »« Comment est-elle? »« Étonnante, je n'ai pas encore vu sa pareille sous le ciel. » Par son plan à ses alliances, les relations de Wei Yin étaient vastes et multiples. Comme de plus, il avait coutume de se laisser aller aux aventures galantes, il connaissait un grand nombre de beautés. Aussi lui demanda-t-il si une telle était aussi belle. « Elle ne lui est pas comparable, » répliqua le garçon. Wei Yin en cita 4 ou 5 autres. Elle ne souffrait de comparaison avec aucune. En ce temps, parmi les filles du prince de Wu, la 6e, belle-sœur de Wei Yin, possédait les charmes d'une déesse. On la tenait pour la plus belle des cousines, aussi bien du côté paternel que maternel. Comment se compare-t-elle avec la 6e fille du prince de Wu, s'enquit Yin? « Pas de comparaison, » répéta le petit valet. « Se peut-il qu'il y ait pareille créature sur le ciel ?» s'exclama Yin en se tournant les mains d'étonnement. Il lui ordonna précipitamment de tirer de l'eau, se lava le cou et la figure, se coiffa d'un bonnet, se passa du baume sur les lèvres et se rendit chez la belle. À son arrivée, Zeng venait de sortir. Yin entra, vit un petit domestique qui servait un balai. Il se mit à balayer. Une jeune servante se tenait devant la porte. On ne voyait personne d'autre. Il vérifia le fait auprès du garçon. Celui-ci sourit. Il n'y a personne. Yin fit le tour de la pièce. Il remarqua le bas d'une robe rouge sous une porte, s'approcha. Un examen plus attentif lui fit apercevoir Dame Reine penchée qui se cachait derrière le ventail. Yin l'en fit sortir et la contempla à la lumière du jour. La réalité dépassait tous les ouï-dire. Yin la prit dans ses bras et la violenta. Elle résistait. Comme il semblait résolu à la contraindre par la force, elle murmura au moment critique: « Je me soumets, mais je vous en prie, relâchez un peu votre étreinte. » Dès qu'il se fut exécuté, elle lui opposa à nouveau une résistance aussi farouche qu'au début. Il en fut ainsi à maintes reprises. Yin la pressant de toute son énergie, elle se sentit à bout de force, couverte de sueur comme si elle avait été trempée par la pluie. Se disant qu'elle ne pouvait y échapper, Dame Reine abandonna la lutte, mais lui montrait une mine décomposée. « Pourquoi l'air si triste ?» s'inquiéta Yin. « Zeng le 6e est si pitoyable, » répliqua-t-elle en poussant un profond soupir. « Comment cela ? En dépit de sa taille de 6 pieds, Sieur Zeng n'est pas capable d'assurer la protection d'une femme. Est-ce un homme digne de ce nom? Vous qui avez vaillance, jeunesse, richesse et avez conquis tant de jolies filles, il vous a été donné de rencontrer une foule toute comparable à ma personne, alors que lui, pauvre et méprisé, n'a que moi pour lui apporter contentement. Vous qui en avez plus qu'il ne vous en faut, comment acceptez-vous d'en arracher à qui en a suffisance? Je suis apitoyé par sa misère qui le prive de son indépendance. Ce n'est parce qu'il se nourrit et s'habille grâce à vous que vous le bafouez. S'il avait de quoi subvenir à ses plus élémentaires besoins, il n'en serait pas là. » D'une noble générosité, Wei Yin avait le sens de la rectitude d'un preux, c'est-à-dire d'un chevalier. À ces mots, il s'arrêta brusquement dans son entreprise, rectifia sa tenue et s'excusa. « Veuillez pardonner mon audace.
Un moment plus tard, Zeng revenait, ils se retrouvèrent avec plaisir. Dès lors, tout ce dont avait besoin Damren, combustible, grains, viande, fut fourni par Yin. Damren passait à tout moment près de chez lui, sans toujours s'y attarder, qu'elle fût sortie en voiture, à cheval, en chaise, à porteur, ou à pied. Lui éprouvait une joie extrême à se promener chaque jour avec elle. Ils en étaient venus à une intimité réciproque qui ne connaissait plus de bornes, mais jamais n'allait jusqu'à la licence. C'est que Yin l'aimait, l'estimait et ne lésinait sur rien qui pût lui faire plaisir. À chaque gorgée, à chaque bouchée, elle demeurait dans ses pensées sans qu'il l'oubliât un instant. Damren savait combien Yin l'aimait, aussi lui dit-elle pour s'excuser. « Je suis confus de l'amour si intense que vous me portez, mais je suis bien trop laide et fruste pour répondre à vos généreux sentiments. Depuis, je ne puis trahir Zeng. Voilà pourquoi je ne saurais vous faire plaisir. Je suis de ce pays de Queen, né dans la capitale où j'ai grandi. J'appartiens en fait à une famille d'artistes. Beaucoup de mes cousines et mes parents sont des favorites de gens nobles. Aussi suis-je en relation avec toutes celles des quartiers et venelles du plaisir à Chang'an. S'il y a quelque beauté qui vous plaise et que vous ne parvenez pas à obtenir, je pourrais vous la procurer. J'aimerais pouvoir vous témoigner ma reconnaissance. De cette façon, j'en serais tout à fait heureux. Il y avait au marché une vendeuse de vêtements qui s'appelait Zang, la 15e, d'un teint et de forme d'une grande pureté. Elle avait toujours plu à Yin. Il demanda donc à Damren si elle la connaissait. « C'est une cousine, rien de plus facile que de vous la procurer, » répondit-elle. Une quinzaine de jours plus tard, elle lui amenait. En effet, au bout de quelques mois, il s'en fatigua et mit fin à la liaison. Les filles du marché sont faciles, reconnut Damren, guère à la hauteur des efforts que j'aimerais déployer pour vous. S'il y a une beauté inaccessible à laquelle vous pensez, veuillez m'en parler. Je suis prête à y appliquer toutes les ressources de mon astuce. L'autre jour, lui avoua vieille Yin, je me promenais avec 2 ou 3 garçons au monastère des 1000 bonheurs, à l'occasion de la fête du repas froid. J'y ai vu au concert que le général Diao Mian donnait dans la grande salle, une excellente joueuse d'orgue à bouche. D'à peine 2 fois 8 ans, elle avait les boucles de sa paire de chignons qui lui tombaient sur les oreilles, une grâce, un charme insurpassable, vous devez la connaître. C'est la petite favorite du général, Chong-nu. Sa mère est une cousine, on peut la solliciter. Yun s'inclina au bas de la natte. Damren lui promit de faire le nécessaire. Elle se mit donc à fréquenter la maison du général. Et un mois plus tard, comme Yin la pressait des questions sur ses plans, lui fit part de son souhait d'obtenir pour la soudoyer une paire de pieds de soie fine que Yin lui fournit. 2 jours après que Damren et Yin venaient de se mettre à table, un valet du général amenait un palefroid, un cheval noir, à la rencontre de Damren. Dès qu'elle apprit qu'on la demandait, elle dit en souriant à Yin, c'est arrangé, c'est qu'elle avait commencé par infecter Chong-nu d'une maladie que ni l'acupuncture ni les médecines ne réduisaient. La mère et le général Mian étaient au compte de l'inquiétude. Comme il se disposait à consulter une sorcière, Damren a soudé secrètement pour lui faire dire qu'un déplacement chez elle serait favorable à la guérison. Damren lui avait indiqué préalablement son adresse. Lorsqu'elle en vint à examiner la souffrante, la sorcière déclara « Il lui serait néfaste de rester à la maison, qu'elle s'installe en tel endroit au sud-est, afin d'y respirer l'air de vie. » Le général et la mère apprirent que c'était la demeure de Damren quand ils sentirent plus en détail de l'endroit en question. Damren feignit d'être réticente sous prétexte de manquer de place et n'y consentit qu'à l'issue de pressantes prières. La jeune femme fut donc envoyée chez Damren avec une voiture remplie de ses affaires accompagnée de sa mère. Dès son arrivée, Chong-nu se remit. Quelques jours à peine s'était écoulé que Damren introduisait secrètement Yin. Il eut des rapports avec la petite, enceinte dans le mois qui suivit. Sa mère prit peur et rentra précipitamment chez le général. La liaison fut dès lors rompue. Un autre jour, Damren, s'adressant à Zeng, lui dit « Pourquoi-tu me procurer 5 à 6 000 sapèques, c'est la monnaie de l'époque. Je mangerai pour que tu en tires un bon profit, c'est possible. » Il emprunta en conséquence et réunit 6 000 sapèques. Il y a au marché un maquinon dont le cheval présente un défaut à la cuisse, lui signala Damren, achète-le à titre d'investissement. Zeng se rendit au marché et vit en effet un homme qui tirait un cheval et cherchait des acheteurs. L'imperfection était au bas de la hanche gauche. Lorsqu'il rentra avec son acquisition, ses beaux-frères la ridiculisèrent. C'est une bête de rebut, à quoi bon l'avoir acheté? Peu après, Damren lui soufflait, c'est le moment de le vendre, il faut en tirer 30 000. Zeng le mit en vente, quelqu'un en offrit 20 000 sapèques, comme il s'obstinait à refuser de le céder, le marché entier se demandait pourquoi diable celui-là était prêt à payer si cher, pourquoi celui-ci, il tenait au point de ne pouvoir le vendre, même à ce prix, etc. À la seconde nuit d'étape, le couple atteignit Mawei. Damren à cheval se trouvait en tête, tandis que Zeng, sur son âne, se tenait à l'arrière. C'était l'époque où les maîtres d'écurie, des haras, etc., impériaux de l'Est, dressaient les chiens de chasse à Luoxian.
Vous voyez, c'est plein de bourré de détails. Puis il s'en retourna voir ce qui était... Voilà. Il y avait déjà une décade de cela. Le couple venait de s'engager sur la route quand un lévrier surgit des broussailles. Zing vit Dame Reine tomber soudainement à terre, reprendre sa forme propre et s'enfuir dans le sud, poursuivi par le chien gris. Zing lui courut après en criant, sans pouvoir l'arrêter. Elle fut happée par la bête, un lit et quelques kilomètres plus loin. Retenant ses larmes, Zing tira de l'argent de sa bourse pour racheter la dépouille et l'enterrer. Il tailla un morceau de bois pour en marquer l'emplacement, puis il s'en retourna voir ce qu'était devenu le cheval. L'animal broutait l'herbe au coin du chemin, les vêtements au complet entassés sur la selle, tandis que les chaussures et les chaussettes restaient pendues aux étriers, telle la chrysalide abandonnée d'une cigale. Seuls des bijoux de tête étaient tombés sur le sol. On ne retrouva rien d'autre. Ces suivantes avaient également disparu. Bon, il y a dans ce texte évidemment beaucoup de détails qui montrent à quel point cette civilisation est avancée et raffinée. Et en même temps, c'est plein d'inquiétudes, plein de délicatesse et de formules aussi. Voilà ce qui se passe ce qu'on écrit en Chine pendant que les évêques eux-mêmes perdent leur latin, si je peux dire, en France. Voilà. En gros. Voilà.